Bah, bonjour à tous. Merci d'être là. On est une bonne trentaine. Qui vient ici pour la première fois? Bon, super, on est bon. Et qui connaissait Shine? Qui connaissait Comet? Ok, super. En fait, on est vraiment très content de vous avoir aujourd'hui. Je vais juste vous parler une seconde de Comet. On est une start-up et on s'est donné comme mission de réinventer et réenchanter la façon dont les ingénieurs et les ingénieurs tech data travaillent aujourd'hui. Alors ça passe d'abord par une plateforme, mais par plein d'autres choses et je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Parce que ce qui est important en fait, c'est la raison pour laquelle vous êtes là. Si vous êtes là, c'est parce que l'idée de passer freelance vous intéresse aujourd'hui, vous a intéressé, vous interpelle, elle s'est immiscée et en tout cas, elle se concrétisera peut-être bientôt. Et vous voulez en savoir plus. Et donc, l'idée pour nous, c'était d'abord que quelqu'un qui a sauté le pas puisse vous en parler. Et donc, c'est un peu notre agenda d'aujourd'hui. C'est Fabrice qui va pouvoir vous en parler, c'est un ancien salarié. Et Nicolas de Shine, donc, qui est CEO et cofondateur, fera un peu une comparaison entre les freelances d'un côté et les salariés, et pour savoir qui des deux a une meilleure rémunération, qui est un peu la grande question. Et je reprendrai la parole pour vous parler rapidement du programme Launchpad et de notre vision de ce programme. Ensuite, on finira par une session de Q&A, donc de questions-réponses. Mais n'hésitez pas, pendant les talks, à nous poser des questions. Le but, c'est que ce soit interactif et on est vraiment là pour vous, en fait. Les pizzas arrivent à 20h15, donc ça, c'est l'information importante. Voilà, donc je vous laisse en compagnie de Fabrice. Bonsoir à tous. Moi, je suis Fabrice, donc j'ai 27 ans. Si ça peut vous intéresser, je suis passé freelance depuis pas très longtemps, ça date de novembre. Et avant ça, comme vous, j'étais salarié. Donc j'ai été salarié en SS2I, j'ai été salarié aussi comme interne dans une grosse entreprise aussi de la place. Donc pourquoi j'ai franchi le pas? C'est assez simple. Quand j'ai été en SS2I, je pense que, je ne sais pas d'abord, est-ce qu'il y a des gens ici qui sont en SS2I aussi? Je pense que niveau plan de carrière, c'est un peu dit de gérer sa carrière. Je ne sais pas si c'est pareil aussi pour vous, mais moi, dans mon cas, ça a été pareil. Donc, je travaille depuis un peu plus de 4 ans. J'ai commencé dans le mobile. Donc, aujourd'hui, je suis développeur mobile sur la plateforme Android. Et en SS2I, il est arrivé quelquefois où on cherche, tu te retrouves en interco, on te recherche une mission, on te dit, bon, mais c'est bien, tu vas devenir testeur. Sauf que ce n'est pas forcément testeur qu'on veut faire, on est passionné par quelque chose, on veut rester dans cette chose-là. Donc pour moi, en fait, c'était une des missions, en fait, une des raisons en fait, qui a fait que j'ai commencé vraiment à me renseigner pour devenir freelance. Ensuite, il y a ce petit côté aussi, il y a eu le petit côté aussi liberté que je voulais. Quelquefois, tu veux aller en vacances, on te dit, bon, ben, tu ne peux pas parce qu'il y a des contraintes. Niveau client, tu dois aussi, je peux dire, tu dois jongler un peu avec tout ça. Alors que je pense que côté freelance aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est-à-dire, bon, ben, on a un contrat bien précis avec le nombre de mois qui est déjà fixé à l'avance. On peut aller en vacances aussi comme on veut. Donc, pour rebondir sur le côté liberté dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'il est intéressant aussi de savoir, quand on passe freelance, la différence quand j'étais salarié. Il faut savoir aussi que quand j'étais salarié, j'ai voulu aller quelquefois avoir aussi des formations
je ne vais pas citer le nom de ma boîte, mais on m'a répondu clairement, non, tu n'auras pas telle formation, une formation qui entrait dans le cadre du développement Android, mais tu vas aller faire plutôt de l'anglais. Moi, l'anglais, bon, c'est intéressant, mais on peut faire des voyages, on peut aller en Angleterre est tout proche pour apprendre l'anglais. On peut toujours se former en anglais. Même dans certaines entreprises aujourd'hui, du côté informatique en tout cas, on essaie le plus souvent de parler anglais ou de lire de la doc en anglais, donc ça peut toujours aider. Et le dernier, au fait, point qui m'a fait un peu, je peux dire, qui est motivant quand on passe freelance, il ne faut pas qu'on se mente, c'est la rémunération. C'est-à-dire, on gagne nettement mieux. Ça, je ne vous le cache pas. Voilà, c'est principalement ces raisons-là qui m'ont fait basculer. Ensuite, avant de basculer à proprement dit dans le freelancing, il y a beaucoup de démarches, il y a pas mal de questions qui se posaient. Quel statut prendre pour l'entreprise? Est-ce qu'il faut se mettre en statut stable ou auto-entrepreneur? Il y a plusieurs formes. Moi, ma chance, c'est qu'autour de moi, il y avait déjà des freelances que j'ai rencontrés au cours de mes missions, soit à Voie SNCF, soit chez Minimum. J'en ai vu aussi des freelances. Donc, j'ai essayé de discuter un peu avec ces gens-là. J'ai eu aussi des retours d'expérience de leur part, les erreurs qu'ils ont pu faire. Selon ces retours d'expérience, j'ai pu décider est-ce qu'il fallait que je me mette en auto-entrepreneur, est-ce qu'il fallait que je passe en SaaS. Pour mon cas, si ça peut vous aider, moi je suis plutôt en SaaS. Parce que je pense que c'était beaucoup plus intéressant pour moi, mais après, vous verrez. Un autre point aussi qui fait peur quand on passe aussi freelance, c'est de se dire, est-ce qu'on va trouver la mission? Comparé à quand j'étais en SS2I, où j'étais interne, je peux vous dire que la différence, elle est fois 100. Les missions, j'en reçois chaque jour. Même aujourd'hui, j'ai eu 4 appels. Donc, pour vous dire que niveau mission, on peut en avoir plus aussi quand on est freelance. Quand on est dans une SS2I, en général, on est cloisonné dans cette SS2I, on se contente juste de recevoir les offres qui sont proposées par nos commerciaux. Alors que quand on est freelance, il suffit d'exposer un peu son CV exposer son CV sur LinkedIn ou les autres job boards qui existent. Et on peut avoir pas mal de retours, on peut avoir pas mal d'offres qui viennent à nous. Et j'ai parlé précédemment de liberté. Le fait qu'on soit aussi freelance et ce petit côté liberté-là fait que on peut être plus ouvert et assez réactif réactif aux missions en fait qu'on reçoit. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai été un peu trop rapide. Oui, vous êtes calme, en fait, c'est pour ça. Une question. Oui. À t'entendre, on dirait qu'il n'y a que des avantages de la freelance. Est-ce qu'il y a des inconvénients? Il y a beaucoup d'inconvénients. Il y a beaucoup d'inconvénients. Excellente question. Le premier inconvénient, c'est la paperasse. Parce qu'il faut se souvenir des déclarations à faire. Ça, c'est le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient, quand tu es salarié, tu as beaucoup plus de couverture. Je peux dire aujourd'hui tu veux quitter ton employeur par exemple, tu as un préavis plus long, c'est 3 mois, ça peut te couvrir, au moins ça te donne le temps de pouvoir rebondir. En freelance, c'est un peu plus différent. C'est-à-dire, tu peux partir aussi de la mission du jour au lendemain. On gagne un peu plus, mais aussi je pense que ce sont les risques au fait aussi liés à ce statut-là. Quel autre désavantage il peut avoir? Mais je pense que pour ceux qui sont de l'autre côté, sa question, ça a été quels sont les désavantages d'être freelance? Donc, c'est à cette question-là que je répondais tout à l'heure. Il fallait que je répète la question pour eux. Voilà, pour moi, c'est les 2 gros désavantages d'être freelance. Après, les autres désavantages, ça sera d'ordre un peu plus financier, mais je pense qu'on peut y remédier lorsque son activité commence réellement à tourner. Parce qu'au début, avec les délais de paiement, tu peux être très vite à sec financièrement. Et dès que la machine commence à tourner, on s'en sort.
la question qui a été posée, c'est quel est le plus grand risque à part de ne pas trouver une mission? Bah, déjà, est-ce que ne pas trouver la mission, est-ce que tu penses que c'est le plus grand risque déjà? Ne pas trouver la mission. Donc, pour répondre à ta question, ne pas trouver une mission, ça peut être un risque. Parce qu'on a la pression derrière des factures. Ça, il ne faut pas qu'on se mente, ça reste vraiment important. Après, c'est un risque maîtrisé dans la mesure où on peut repartir encore salarié. Tu peux repostuler, te faire embaucher encore par une SS2I ou même chez un client final. Ça reste toujours possible. Donc, pour moi, c'est un risque de ne pas trouver la mission, mais à la fois, ça peut être un risque aussi maîtrisé, dans la mesure où on peut revenir sur ses pas. Et si ça, de mon expérience, quand là j'ai commencé récemment, mais j'ai eu des propositions en fait aussi pour repasser salarié, que j'ai refusé. Combien de temps est-ce que tu as mis pour trouver une mission entre le début où tu t'es dit je vais passer freelance, les démarches, et le moment où tu as commencé? La question c'est combien de temps ça m'a pris pour trouver une mission avant de commencer les démarches. Pour répondre à ta question, moi j'ai trouvé la mission avant d'entamer les démarches. Voilà. Donc je peux dire que j'ai retardé la mission pour pouvoir créer mon entreprise et commencer à travailler. Oui. C'est facile de trouver des missions directement chez les clients ou tu passes par le SS2I? La question c'est est-ce que c'est facile de trouver des missions où il faut passer par des SS2I? C'est facile de trouver des missions. Après, ça dépend de la structure. Si c'est une grosse entreprise, ils ne voudront pas signer directement avec toi. Parce que derrière, tu n'as pas un capital assez élevé et des garanties aussi substantielles, assez élevées en fait, aussi pour répondre aux risques encourus, si je peux dire ainsi. Donc, ils ne voudront pas signer avec toi directement, ils voudront que tu te fasses porter par une autre entreprise qui est un peu plus grosse. Je ne sais pas si j'ai... J'en ai eu en direct, mais là, ce qui s'était passé, c'est qu'il fallait que je me fasse porter par une autre entreprise pour pouvoir signer. Et le pourcentage qu'ils voulaient était assez élevé, donc ça ne s'est pas conclu. Oui. Donc la plupart de nous ont un préavis généralement de 3 mois. Oui. Donc selon toi, il faut commencer la démarche pendant ces 3 mois. Ou bien est-ce qu'on peut trouver des missions chez des clients qui peuvent nous accepter avant de démissionner généralement parce que les gens, il y a des factures derrière et la plupart se retrouver avec un gap. Certes, il y a un risque qui est maîtrisé, il faut avoir un peu des économies derrière, mais, oui. mais selon votre expérience, est-ce que vous avez commencé la démarche avant et la mission, vous l'avez trouvée pendant que vous étiez toujours chez la SS2I? Oui. Donc, je résume ta question. La question, c'est est-ce qu'il faut entamer les démarches avant de terminer sa période d'essai? Et est-ce qu'il y a des clients qui acceptent? Et est-ce qu'il y a des clients qui acceptent que tu n'aies pas... D'accord. Moi, pour te répondre concrètement, 3 mois, ça fera trop pour un client quand tu es freelance, très honnêtement, parce qu'il veut quelqu'un dans l'immédiat. C'est pour un besoin immédiat, en général, et temporaire. Donc, 3 mois, ça fera beaucoup pour lui. Moi, ce que je pense, c'est il faut d'abord entamer, pendant que tu es salarié, il faut déjà ouvrir ton entreprise. Et pendant ta période de démission, tu commences à chercher des missions. Et tu peux définir dans l'immédiat parce que c'est dans un mois, dans une semaine, parce que c'est un peu ce qu'ils demandent les clients, est presque impossible. En général, les clients ils demandent une disponibilité de ce que j'ai vu par rapport aux pardon. D'un mois. Par rapport aux entretiens que j'ai vus, c'est généralement 1 et 2 mois. Ça peut aller jusqu'à 2 mois. Ça peut aller jusqu'à 2 mois, selon les besoins du client.
Mais après, si tu veux vraiment te lancer, n'hésite pas, tu te lances. De toute façon, je peux dire, on apprend. Forcément, on va commettre des erreurs. C'est comme quand on développe. C'est au fur et à mesure que tu commets des erreurs que tu apprends. Ouais. Une dernière question et puis je vais m'arrêter là. Les deux dernières questions, il s'est fini. Oui. Ma question, c'est quelles sont la nature des projets, des missions qui sont proposées pour des freelances. Oui. Est-ce que c'est les mêmes projets qui sont proposés pour des missions proposées par des profils CDI? C'est pour un freelance, il va bosser pour un temps bien précis. Partir, est-ce qu'on va privilégier quelqu'un qui est en CDI sur quelqu'un qui est en freelance? Je sais pas, la nature des missions qui sont proposées pour un profil freelance. D'après c'est aussi intéressant que pour quelqu'un qui est en CDI. Donc la question c'est de savoir est-ce que les missions proposées pour des freelances sont aussi intéressantes que ceux proposés pour des CDI. Les missions sont les mêmes. En général, les missions qui sont proposées que tu sois freelance, que tu sois consultant ou que tu sois en CDI, c'est les mêmes. La différence, ça va se poser. Le client va se dire à un moment donné, peut-être tu es freelance, tu lui coûtes cher, lui il veut te garder, il risque de te faire peut-être une proposition assez conséquente pour que tu restes avec lui. Ça peut arriver. Voilà, il aura une session de questions après. Tu voulais poser une question? Il voulait poser une question. La dernière? La question, en fait, c'est comment déterminer la fourchette, comment déterminer, en fait, son TGM. Voilà, c'est ça exactement. Pas trop bas, pas trop haut. Je crois qu'il y a une règle pour ça, c'est prendre son dernier salaire et l'augmenter, je ne sais plus, de 20 ou 30% et le diviser par le nombre de jours par mois. Ça doit être 20 jours à peu près pour obtenir le TGM, le tarif journalier. Pardon? Le calcul, je crois, je ne sais plus, c'est entre 20 ou 30% du salaire actuel et divisé par les 20 jours pour avoir à peu près ce qu'on veut en aide. En général, le TGM n'est pas négociable, mais il y aura une autre session. Et donc là, il y a Nicolas qui va beaucoup plus développer ça. Voilà, tout ce qui sera chiffre. Merci à tous et merci de m'avoir écouté. C'est bon, ça marche bien? Vous n'avez pas de problème? Je regarde là-bas. Mais... Okay. Salut tout le monde, merci d'être là ce soir. Bon, amusez-vous bien pour votre passage au freelancing. On est là pour vous aider. Alors, j'ai pas vu tout à l'heure quand il a posé la question, mais qui connaît déjà Shine? Une personne, parfait. 2, 3, ok, génial, donc j'ai bien fait. Shine, on présente ça comme le kit de survie administratif des indépendants ou le copilote administratif des indépendants, c'est à voir. Concrètement, c'est un compte pro mobile, donc avec une Mastercard, une application bancaire avec toutes les fonctionnalités modernes, changer son code PIN à la volée, bloquer tout ça, et un assistant administratif. C'est pour ça que je vous en parle, c'est parce que ça introduit la discussion qu'on va avoir juste après. Assistant administratif, ça veut dire qu'on vous envoie des notifications à chaque fois qu'il y a une démarche à remplir, on vous aide dans la gestion de la TVA, vous pouvez nous contacter via le chat dès que vous avez une question, 7 jours sur 7, sur des sujets de l'appli ou les sujets administratifs. On fait de la prévision de charges, donc on vous dit à l'avance combien vous avez payé de taxes, etc. Et donc, nous, notre job dans la vie, c'est de simplifier la vie des indépendants sur toute la partie pénible.
Et donc, on a pas mal de données sur les différents statuts et tout. Et on s'est dit qu'on allait faire une étude sur un sujet qui intéresse tout le monde, qui est est-ce qu'on gagne mieux sa vie en tant que freelance ou en tant que salarié. Évidemment, la question est compliquée. Évidemment, ça dépend d'un milliard de choses. Donc, évidemment, je ne vais pas vous donner une réponse ultra précise, genre c'est comme ça ou c'est comme ça. L'idée, c'est plutôt de vous expliquer les différences entre les statuts, les choses qui ont de l'impact sur ce qu'on va gagner en tant que freelance. Et à la fin, la question était parfaite. On a une espèce de petite formule qui permet de calculer un peu comment fixer son TJM pour gagner plus que ce qu'on était salarié au départ. Et vous allez voir qu'elle est finalement assez compliquée. Première question, est-ce que c'est vrai qu'on paye moins de charges? Donc déjà, qu'est-ce que c'est les charges? Il faut savoir ce qui est comparable. Quand on dit est-ce qu'on paye moins de charges, la question est très simple, mais en fait derrière, ce n'est pas si évident. Je pense que tout le monde sait ce que c'est le salaire net, c'est ce qu'on a sur c'est ce qu'on a à la fin sur son compte. Je pense que tout le monde connaît les charges salariales, c'est ce qu'il y a en haut de la fiche de paie. Je ne sais pas si tout le monde a les idées très claires sur ce que c'est les charges patronales. Donc en gros, quand on est salarié, l'employeur il paye les charges salariales pour le compte de l'employé directement à l'URSSAF, mais il paye aussi des charges patronales qui, elles, n'apparaissent pas sur votre fiche de paie, mais qui sont vraiment versées au titre de votre salaire. C'est-à-dire que ça dépend de votre salaire, c'est calculé sur la base du salaire brut, qui est ça. Donc quand il vous embauche, il paye tout ça. Si jamais vous sortez de la société, du jour au lendemain, il ne paye plus tout ça. Ce n'est pas comme la taxe professionnelle ou la taxe foncière ou plein d'autres trucs pénibles qui payent en tant qu'entreprise. Okay, ça, c'est vraiment lié à votre salaire. Donc si demain, on se met dans la situation où vous bossez pour votre patron et vous lui dites « Demain, on ne change rien, je reviens au travail comme tous les jours, je fais la même chose, ça te coûte pareil, juste je suis en freelance au lieu d'être en salarié. Et donc tu me payes en freelance. » La question, c'est est-ce qu'à la fin, j'en aurai plus dans ma poche si on garde tout pareil comme ça, au-delà du fait que ce n'est pas légal. Si on garde tout pareil pour toi, est-ce qu'à la fin, moi, j'en ai plus ou pas? Et donc, si on veut faire ce calcul-là, c'est ce montant-là qu'il faut comparer. Okay, si jamais vous comparez le salaire brut, vous comparez des choses qui ne sont pas comparables. Là, c'est des ratios approximatifs. Je rentre dans le détail derrière, mais ça donne déjà une petite idée. Globalement, le salaire net, on l'a tous en tête, c'est à peu près la moitié du coût total pour l'employeur. Dans la plupart des cas, si on compare ça, la réponse est oui. En tant que freelance, on va payer moins de charges. Du coup, évidemment, ça dépend du statut qu'on choisit. Et donc, on a commencé vite fait à l'évoquer tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que ça donne suivant les statuts? Quand on est salarié, ça c'est pour un salaire non cadre, c'est à peu près 43%. Il y a évidemment des choses qui peuvent faire varier un peu à la marge, mais quand on est salarié, c'est 43%. Quand on est à la maison des artistes, c'est 21%. Je vous passe les détails du calcul, mais ça donne ça à la fin. Quand on est pour tous les statuts là, évidemment, on ne parle pas de salaire, on parle de chiffre d'affaires. Donc là, quand il y a de la TVA qui s'applique, je parle du chiffre d'affaires hors taxe. Et je n'évoque pas la question de la TVA aujourd'hui parce que c'est à la fin neutre pour tout le monde. Mais on va faire une étude plus détaillée. Donc là, on n'a qu'un quart d'heure, on ne rentre pas dans le détail des taxes. Je parle que des cotisations sociales. Mais donc là, c'est le chiffre d'affaires hors taxe. Quand on est auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, micro-entreprise, c'est pareil, c'est juste le terme qui a changé récemment. C'est de l'ordre de 22%. Ça, c'est pour les professions libérales. Et ça, c'est le cas dans lequel vous serez en tant que développeur tech data si jamais vous passez en auto-entrepreneur. L'entreprise individuelle, c'est en fait le statut qui est derrière la micro-entreprise. C'est juste que ça, c'est un cas particulier quand on est en dessous des plafonds. En entreprise individuelle, c'est plutôt 35-38%. Et quand on est en SASU, c'est un peu comme quand on est salarié, en tout cas quand on se verse du salaire. Pareil, je passe un peu vite dessus parce qu'il faut bien choisir de quoi on parle, mais ça, c'est si vous vous versez un salaire tous les mois. Si jamais vous êtes prêt à vous verser de l'argent qu'une fois par an, c'est des dividendes, et dans ce cas, c'est moins fiscalisé, c'est 30%. Mais les dividendes, par contre, c'est qu'une fois par an, donc c'est à voir. Pareil, un autre sujet que j'évoque juste, mais dans lequel je n'ai pas trop le temps de rentrer, c'est que tout ça, ça dépend aussi de vos frais professionnels. Pourquoi les frais? Parce qu'en fait, ça, c'est calculé sur le salaire, quels que soient les frais. La micro-entreprise, c'est calculé sur votre chiffre d'affaires, quelles que soient vos dépenses. Par contre, dans ces cas-là, et là, je parle surtout de l'entreprise individuelle, ça ne dépend pas de votre chiffre d'affaires, ça dépend de votre résultat. Donc, si vous avez zéro frais, zéro dépenses associées, engagées pour faire votre chiffre d'affaires, donc pas d'essence, pas de part de votre loyer que vous allouez à ça, pas d'invitation au resto, pas de matériel que vous passez sur votre entreprise, etc. C'est le montant que vous allez payer. Mais c'est 35% de zéro frais. Si jamais vous avez 5%, 10%, 15%, 30% de votre chiffre d'affaires en frais, donc ça veut dire que 30% de ce que vous gagnez, vous le dépensez en essence ou autre, et ben ce sera 35% de ce montant-là.
Et donc ça, c'est important parce que du coup, si vous pouvez passer des frais, ça baisse les charges que vous payez. On retombe sur le montant de la micro-entreprise autour de à peu près entre 34 et 38% de frais. Donc ça fait quand même beaucoup de frais, mine de rien. Faut les dépenser, quoi. En général, quand on est dans votre cas, on n'a pas autant de frais que ça. Après, parfois les photographes, ils ont beaucoup de matériel qui passe dessus, etc. Alors, qui connaît l'ACRE? Ok. Il y a des micro-entrepreneurs parmi vous ou pas du tout? Ouais, ok. Alors l'ACRE, c'est dingue. Il n'y a qu'un pays au monde pour faire un truc comme ça. C'est genre liquidation totale sur les cotisations sociales. Il faut vraiment l'avoir en tête. En gros, c'est un dispositif qui vous permet de payer beaucoup moins de charges quand vous vous lancez en tant que micro-entrepreneur. Et il y a des conditions, évidemment. C'est avoir moins de 26 ans ou être demandeur d'emploi, avoir moins de 30 ans, ou un certain nombre d'autres cas, mais là on rentre dans des cas plus particuliers, de travailleurs handicapés, etc. Mais du coup, ça c'est très avantageux parce que pendant les 3 premières années de votre activité, donc c'est long, hein, c'est 3 ans, vous allez payer vraiment beaucoup moins de charges, et vraiment beaucoup moins, c'est moins 75%, puis moins 50%, puis moins 25%. Donc grosso modo, 5 et quelques la première année, 10 et quelques la deuxième année, 15 et quelques la troisième année. Et donc, si on revient à ce graphique-là, vous voyez bien que l'écart est monstrueux, c'est-à-dire qu'on passe de 43 à 5. On passe même de 20, et voilà. Donc, c'est important de l'avoir en tête, l'ACRE. Pour illustrer ça, on a pris quelques exemples. Évidemment, c'est très schématique, mais c'est juste pour voir un peu ce que ça donne. Par exemple, on prendrait une développeuse JS, donc un salaire brut de 6 000 € par mois, ce qui est pas mal, mais en même temps, dev JS. Voilà. Et donc ça, si on applique la formule d'avance, ça donne un salaire net de 4 700. Un salaire brut de 6 000 €, ça correspond à un chiffre d'affaires de 8 500 €. Okay, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on ne compare pas le salaire brut et le CA. Si on veut comparer des trucs qui parlent à peu près de la même chose, il faut au moins partir du coût employeur et le CA. Et donc le coût employeur dans ce cas-là, ce serait 8 500, et c'est à ça qu'il faut le rapprocher. Dans ce cas-là, on pourrait prendre l'exemple de quelqu'un qui est en entreprise individuelle. Il ne pourrait pas être un micro-entrepreneur parce qu'il dépasse le plafond. Pardon, c'est une femme. Elle ne pourrait pas être micro-entrepreneur parce qu'elle dépasse le plafond, donc elle serait en entreprise individuelle. Si je pars du principe qu'elle n'a pas de frais, c'est toujours les 38% que j'évoquais tout à l'heure. Et donc ce revenu net dans ce cas-là, c'est 5 200. Là, c'est juste en appliquant les cotisations sociales. Je prends un exemple de community manager. Voilà. C'est même pas moi qui ai fait la slide, mais bon. Là, ça passe dans le statut du micro-entrepreneur, donc c'est moins de charges. J'ai pris un salaire plus faible, début de carrière, etc. Donc là, l'écart, ça donne ça. Et donc, l'écart entre le revenu net et le salaire net est plus important. Et enfin, j'ai pris l'exemple d'un graphiste. Je passe vite parce que ça ne vous concerne pas. Mais là, c'est un statut qui permet d'être à la maison des artistes. Être à la maison des artistes, ça dépend du type de service que vous vendez. Donc, en l'occurrence, c'est des créations, de la propriété intellectuelle. Et là, les charges sont assez faibles aussi. Donc, 21%. Et encore une fois, le raisonnement est le même. Vous voyez l'écart entre les deux. Alors c'est moins cher, c'est cool. Est-ce que du coup on a la même protection et les mêmes prestations sociales quand on est dans ces statuts-là que quand on est salarié? La réponse est non. Il y a des choses qu'on n'a pas ou il y a des choses qu'on a moins. Et donc je vais vous décrire un petit peu ce qu'on a en échange de ce montant de charge qu'on paye. Là, je me suis restreint à freelance et salarié. Dans freelance, je prends globalement entreprise individuelle en profession libérale. Donc ça intègre aussi les micro-entrepreneurs profession libérale. Quand on n'est pas président de SASU et qu'on se verse un salaire, du coup, on est plus dans la catégorie salarié. La seule chose qui va changer, c'est le chômage, mais sinon vous êtes là. C'est le régime général. Donc première surprise, je ne sais pas si vous le saviez, mais quand on est free ou salarié, le remboursement des médicaments, les soins et tout ça, c'est pareil. C'est pas une idée reçue, je pense. En tout cas, moi, quand j'ai vu ça, c'était une grosse surprise. Les remboursements sont les mêmes. Comment C'est pas la mutuelle, c'est pas la mutuelle, non. Ça, c'est le régime de la sécurité sociale. Donc RSI et régime général de la sécurité sociale. Je vais en parler après des mutuelles. Mais... Le RSI, il est officiellement disparu cette année, c'est-à-dire pour l'instant on a juste changé le nom. Et ensuite ils sont en train de discuter de... Alors je répète la question, pardon pour la caméra, mais du coup, le RSI, j'ai l'impression qu'il normalement il devait disparaître. Qu'en est-il? La réponse est ils sont en train de travailler dessus. Pour l'instant ils ont simplement changé le nom en appelant ça Sécurité sociale des indépendants, SSI, plutôt que Régime social des indépendants, pour commencer à s'imaginer qu'on s'approche du régime général de la sécurité sociale. Mais aujourd'hui, sur les remboursements, rien n'a changé à ce stade.
allocation, congé maternité, ça dépend, parce que quand on est salarié, ça dépend du revenu, alors que quand on est en profession libérale, indépendant, c'est fixe et c'est 54 €. Donc suivant ce que vous gagnez avant, ça peut être plus ou moins intéressant. Dans les deux cas, a priori, c'est très inférieur à ce que gagne un développeur tech data. Donc il faut compter sur la prévoyance pour faire le complément. Et là, on va en discuter, mais la prévoyance, elle est en partie prise en charge par l'employeur quand on est salarié, alors qu'on est indépendant, il faut le faire, il faut le prendre soi-même. Mais il y a un point surtout sur lequel je voudrais insister qui est vraiment important, c'est le maintien du revenu en cas d'arrêt maladie. Si jamais vous êtes blessé, si jamais vous vous faites amputer le bras, si jamais vous êtes malade pendant 9 mois, c'est simple, en étant indépendant, il n'y a pas d'indemnité. Et ça, c'est vraiment un truc à avoir en tête, parce que du coup, c'est votre responsabilité de prendre une prévoyance et de vous assurer à côté. Donc il y a des boîtes d'assurance qui commencent à le faire, il y a WeMind qui est un partenaire de Comet aussi, je crois, qui le propose, il y a Alan qui le propose, il y a des gens qui font des trucs spécifiquement pour les indépendants. Toutes les boîtes d'assurance ont des prévoyances de ce type-là, les assurances traditionnelles aussi. Renseignez-vous, parce que une fois que vous êtes malade, c'est compliqué de s'assurer en prévoyance, donc il faut bien l'avoir en tête. Quand on est salarié, 90% du revenu est maintenu. Encore une petite surprise, les allocations familiales, c'est pareil, donc les prestations pour acheter des couches, payer la nounou, etc. Pareil dans les deux cas. La retraite, c'est le bazar, c'est compliqué quoi. La retraite de base, c'est à peu près la même. Les retraites complémentaires, il y en a moins quand on est indépendant. Et évidemment, les plans d'épargne auxquels abondent les entreprises et que vous avez dans absolument toutes les grosses entreprises privées, il n'y en a pas du tout quand on est indépendant. Donc encore une fois, là, c'est de la responsabilité du freelance de choisir une retraite complémentaire et de cotiser, ou alors d'acheter des bitcoins. Mais c'est à vos risques et périls. Moi, je n'ai pas de responsabilité là-dedans. On va mettre un wallet Bitcoin un jour dans Shine, mais c'est pas fait. Ouais. Et enfin, autre point important, mais ça je pense que vous le saviez déjà, c'est l'assurance chômage. Donc Pôle emploi, quand on est salarié, on bénéficie de la protection. Quand on est indépendant, il n'y a pas de chômage, en tout cas pas par défaut. Et donc il existe des assurances privées, on peut s'assurer. Mais l'idée c'est surtout de mettre de l'argent de côté pour prévoir. Encore une fois, vous êtes sur des métiers en tension, avec du chômage négatif où les gens se battent pour vous employer. Donc a priori, ce n'est pas un souci à très court terme, mais c'est important de le savoir quand même. Du coup, tout le monde se demande comment fixer son TJM. Nous, on s'est dit maintenant qu'on a réfléchi à tout ça, ce serait rigolo d'avoir une espèce de formule magique qui permet de calculer son TJM en fonction de son salaire brut au départ. Évidemment, ce n'est pas le seul moyen de fixer son TJM, et je reprends la question de tout à l'heure qui est comment fixer son TJM. Il y a aussi une notion de marché, c'est-à-dire qu'en fonction de son expérience, en fonction des autres profils disponibles, à un moment donné, on va pouvoir vendre plus cher ou moins cher. Là, ce n'est pas juste comme quand on négocie son salaire d'une année sur l'autre, à chaque fois on parle à un nouveau client. Donc il y a des conditions de marché. Il y a aussi un petit premium qui fait que les employeurs sont prêts à payer un peu plus cher un freelance qu'un employé parce qu'ils achètent de la flexibilité en même temps. Et donc ça, généralement, c'est pratique et donc ils sont prêts à payer un peu plus. Mais là, du point de vue du freelance, la question c'est si je veux avoir le même niveau de vie, comment je peux calculer. Alors je sais que c'est une formule super sexy et facile d'accès comme ça, mais en fait c'est pas compliqué. En gros, on se dit qu'on réplique ce qu'on a en tant que salarié. Donc on part du coût employeur et pas du salaire brut, s'il vous plaît, vraiment faites pas cette bêtise là, parce que si on part de son salaire brut, donc on part de trucs qui n'ont rien à voir et on est sûr de se faire avoir en tant que freelance. Donc c'est important de bien réfléchir à ce que ça coûte à l'employeur au départ. Il y a une partie de la mutuelle qui est prise en charge par l'employeur qui n'est pas incluse dans le coût employeur. Donc si on veut prendre une mutuelle à titre perso, il faut la rajouter. Il y a tout ce qu'apporte le CE et les avantages en nature. Donc souvent, ce que vous voulez prendre en considération, ça peut ne pas être négligeable. Les réductions sur des voyages, les places de ciné moins chères, le remboursement du pass Navigo, le remboursement de plein de trucs comme ça. Et puis le chômage, alors on le met parce que c'est important d'y penser et c'est important de comparer des choses qui sont comparables. C'est inclus normalement dans le coût employeur, c'est à peu près 5% du coût employeur, donc vous le mettez pas dans votre formule, de toute façon tout ça n'est pas à l'euro près, l'idée c'est d'avoir un peu une guideline. Mais je préfère le laisser quand même pour qu'on y pense. Maintenant, si vous êtes vraiment des puristes intellectuellement, il faudrait l'enlever. Et en bas, ça c'est super important aussi. On parle de taux journalier moyen. Donc, tout ça, c'est à l'année. Hein, je parle sur une base annuelle. Dans cette partie-là, c'est important aussi de réaliser que quand on est free, on ne travaille pas tous les jours. Déjà, si on veut comparer ce qui est comparable, on va prendre le même nombre de jours ouvrés dans l'année qu'un salarié, en partant du principe qu'on ne travaille pas les dimanches et pas les jours fériés, pas les week-ends. Libre à vous de le faire, mais encore une fois, c'est pour l'exercice.
Donc on prend les jours ouvrés, mais il faut bien avoir en tête que les jours de vacances, vous n'allez pas les facturer, donc ils ne sont pas rémunérés. Donc il faut bien penser que ces jours-là, il faut payer pour ces jours-là sur les jours où vous bossez, parce que vous aurez 0 rémunération quand vous êtes en vacances. Et puis il y a toutes les autres raisons pour lesquelles vous pouvez avoir des jours non facturés. Quand vous vous formez, personne ne vous paye pour vous former. Si vous allez à une conférence, personne ne vous paiera pour aller à une conférence. Les jours où vous cherchez du travail, vous passez un entretien, vous faites du démarchage, je ne sais pas quoi, pareil, ce n'est pas facturé non plus. Si vous êtes malade, voilà, même raisonnement. Donc tout ça, c'est important de le prendre en compte quand on calcule un peu le truc. Ça, c'est Raph, c'est mon associé fondateur chez Shine. Et je me suis amusé à appliquer ça parce qu'en fait, quand on était chez M6, il a travaillé pour nous pendant 6 mois en tant que freelance. Et au départ, on voulait l'embaucher en tant que salarié, mais ça ne rentrait pas dans les grilles chez M6. Et du coup, pour contourner ça, il a bossé en freelance chez nous. Et au départ, quand on discutait de l'embaucher en tant que salarié, il nous a demandé un salaire de 55K brut. Donc je suis allé voir la RH, je lui ai dit, il y a Raph, il est génial, il faut absolument le prendre, c'est 55K. Ils m'ont dit pas possible, pas dans les grilles. Je leur ai dit, vous êtes fous ou quoi? On est à Rungis, on a déjà du mal à trouver des gens bien, il est super fort, le salaire c'est pas le sujet. Ils m'ont dit non, ça va mettre le bazar, pas possible. Donc on l'a embauché en freelance et il nous a facturé, alors on a eu une petite réduction, c'était sympa, on avait une promo de lancement, c'était 450 le premier mois par jour, 450 hors taxe le premier mois et après 500 € au jour à partir de là, en régie, donc tous les jours. Et donc, on partait de 55K brut annuel et 500 € par jour hors taxe sur un mois, ça fait 12 000 € de TTC. C'est ça la facture que vous faites. Donc, l'exercice intellectuel entre 55 à l'année, 12 sur un mois, même si on peut le rationaliser, ça fait bizarre quand même. Et donc, je me suis dit, appliquons la formule, voyons s'il a fait un bon deal. Donc, 55K brut en coût annuel, si on reprend un peu les ratios de tout à l'heure, ça fait du 73K de coût employeur. La mutuelle, il n'a pas d'enfant et tout, donc j'ai compté 60 € par mois sur un an. CE, avantage en nature, j'ai fait un package à 1500 € par mois, ça fait un peu plus de 100 € par mois. Et si on prend les transports et tout ça, je pense qu'on est même en dessous de la réalité. Et j'ai rajouté l'assurance chômage, si on prend 5% de son coût employeur, ça fait ce montant-là. Et sur les jours, dans l'année, il y avait 250 jours ouvrés, j'ai compté 7 semaines de vacances, 5 semaines de congés payés et 2 semaines de RTT, ce qui était standard. Et j'ai compté 3 jours par mois, ouais c'est ça, 3 jours par mois de formation, absence, autre. Voilà. Et du coup, si on applique cette petite formule, on arrive à 442 hors taxe de TJM. Et du coup, on voit qu'avec ces 450 € au jour, il était bien. Et 500, bah, c'est cool, il était gagnant. Mais que ce n'était pas non plus complètement absurde et qu'au final, on était dans le bon ordre d'idée. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire rapidement aujourd'hui pour avoir quelques bases en tête sur le sujet. Et du coup, si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Donc la question, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir la presse? Et oui, avec plaisir, je pense que si vous avez mis votre email pour vous inscrire chez Comet, on vous l'enverra. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Alors, il y avait 2 questions. La première question, c'est est-ce que Shine s'occupe de la comptabilité, en gros. Et la deuxième question, c'est si jamais on ne peut pas ouvrir de statut micro-entrepreneur, est-ce que Shine fait office de boîte de portage? Alors, Shine ne fait pas la comptabilité, mais facilite la comptabilité. Si vous êtes micro-entrepreneur, on vous calcule le CA à déclarer, on vous prévient à chaque fois qu'il faut le déclarer et on vous dit comment le faire. Si vous êtes dans des statuts type entreprise individuelle, SASU, etc., où il faut calculer son résultat, on facilite beaucoup la gestion des justificatifs parce qu'à chaque dépense qu'on fait, on a une notification, on peut prendre en photo le justificatif et c'est automatiquement rapproché de la dépense. Et donc à la fin du mois, quand il faut tout exporter à son comptable, ça prend un clic et un envoi par mail et ça envoie automatiquement tout le paquet avec les transactions et les justificatifs associés, etc. Et bientôt, ça calculera aussi la TVA et la catégorisation pour faciliter le boulot du comptable. Donc à proprement parler, on ne remplace pas le comptable, mais on facilite l'interaction entre le client et le comptable et on a vocation à ce que ce soit beaucoup plus simple pour tout le monde et plus rapide, et du coup moins cher. Et alors, si on n'est pas micro-entrepreneur, avant de se lancer, et c'est une des raisons pour lesquelles on est en partenariat avec Comet pour Launchpad, on peut créer son statut micro-entrepreneur via l'application quand on l'installe. Et donc, en gros, en 5-10 minutes, vous créez votre statut micro-entrepreneur, vous créez votre compte bancaire dédié
à votre activité, ce qui est une obligation légale, et vous pouvez commencer à bosser en free immédiatement. C'est vraiment plus rapide que d'aller dans une banque traditionnelle et sur le site de l'État créer son statut. La deuxième question concernait le portage salarial, et non, on n'est pas une boîte de portage salarial, donc ce n'est pas un dispositif qu'on prend en charge. Alors la question c'est, est-ce qu'au-delà de la micro-entreprise, on apporte une aide administrative pour les statuts maison des artistes, et du coup j'élargis la question à AGSA, etc. Toute la partie gestion des justificatifs, facturation si on veut facturer en direct dans certains cas, et assistance administrative via le chat, oui, on remplit tout ça. Par contre, les rappels administratifs ne sont pas encore disponibles pour la maison des artistes, mais c'est en projet, et pour la GSA également. Et ce qu'a priori on ne fera pas, c'est calculer le montant de charge prévisionnelle pour tous les statuts qui requièrent le calcul d'un résultat fiscal en fait. Parce que là c'est une responsabilité trop lourde qui dépend de plein de choses et on peut pas le faire. Mais par contre les rappels administratifs et toute cette assistance là, oui on va le faire pour la maison des artistes aussi. Alors madame. Comment on prévient bien sa retraite ? On est en train de regarder justement, alors avec Shine on a vocation à proposer directement depuis l'application une assistance pour souscrire à des assurances, type loi Madelin, etc. et souscrire à des retraites complémentaires aussi. J'ai pas envie de dire de bêtises parce qu'on est en train de travailler sur le sujet, mais globalement c'est des retraites complémentaires privées auxquelles on peut souscrire. Je crois qu'il y a, donc la loi Madelin elle permet de souscrire à toutes ces complémentaires là en bénéficiant d'une réduction d'impôt derrière quand on le déclare. Et je sais pas si je suis presque sûr que ça s'applique à la retraite, mais j'ai pas envie de dire de bêtises sans avoir vérifié. Mais en tout cas, on trouve des organismes et on souscrit de son côté, quoi. Du coup, tu avais une autre question. Donc la question c'est comment ça se passe pour les impôts quand on est micro-entrepreneur, et est-ce que dans ce cas on parle de l'impôt sur le revenu ou d'autres Alors quand on est micro-entrepreneur, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés. Quand on est entreprise individuelle non plus, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés. Ce qu'on déclare aux impôts, c'est son résultat. Quand on est auto-entrepreneur, quand on est en entreprise individuelle, c'est le résultat du chiffre d'affaires moins les charges. Et quand on est entrepreneur, tout le monde me suit, accrochez-vous 2 minutes. C'est pas hyper simple, mais c'est pas très compliqué non plus. On va déclarer il y a 2 cas possibles. Le premier cas, c'est le cas général, c'est on a du chiffre d'affaires d'auto-entrepreneur, il faut le déclarer sur sa déclaration de revenus en mai, comme on déclare son salaire net sur sa déclaration de revenus en mai. Le seul truc, c'est qu'il y a un abattement ça veut dire une réduction, du montant qu'on déclare, et on déclare le chiffre d'affaires moins, je crois que c'est 34%. Je les slides en annexe parce que je ne connais pas le montant par cœur, parce que ça dépend de si on est en profession libérale, BIC, machin. Je crois que c'est 34% qu'on déclare sur sa feuille d'impôt. Donc, ça se passe comme si c'était du salaire net, sauf qu'on prend le chiffre d'affaires et on enlève. Quand on est en entreprise individuelle, on déclare son résultat et donc c'est le chiffre d'affaires moins les frais. Ça, c'est le cas normal. Il y a un cas particulier, quand on est auto-entrepreneur, on peut décider d'opter pour ce qui s'appelle le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire qu'en gros, vous allez payer, à chaque fois que vous payez vos cotisations sociales, 1% ou 2% de plus, globalement 2,2 dans ce cas-là. Et ça vous libérez de l'impôt sur le revenu. Donc vous n'allez pas payer d'impôt sur le revenu, vous allez le payer directement en même temps que vos charges. Qui j'ai perdu? Cool. Ok. Dans 90% des cas, c'est de déclarer sur son impôt sur le revenu. Je ne vais pas rentrer dans le détail là parce que c'est un peu pénible, c'est une question de montant, de nombre de parts fiscales et tout ça, mais on a calculé, en gros, si vous faites entre 19 000 et 26 000 euros de chiffre d'affaires par an, ça vaut le coup de faire le prélèvement libératoire sur le revenu. Sinon, non. Pour la faire courte. C'est gratuit. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de frais d'ouverture, on reçoit sa Mastercard gratuitement. Il n'y a pas de forfait mensuel et c'est sans engagement, on peut le fermer sans problème. Comment on se rémunère, c'est qu'il y a des commissions sur certains mouvements. En l'occurrence, quand on utilise sa carte à l'étranger, il y a des frais de change. Quand on encaisse des paiements par carte, si on a fait sa facture, il y a des frais avec aussi. Quand on retire de l'argent au distributeur, il y a des petites commissions. Les virements sont gratuits en zone CEPA. Évidemment, quand c'est des virements internationaux et qu'il y a des frais de change, il y a un peu de commission. Mais je sais pas, il y a une page tarif sur le site qui décrit tout ça de manière hyper détaillée. Mais en tout cas, le service, il n'y a pas d'abonnement mensuel, ça c'est gratuit. C'est tout bon? Allez, une dernière. On fait une dernière, Mehdi?
Ok, allez, c'est une dernière. Quand on n'a pas le temps pour aller voir à droite à gauche pour faire son TJM en fonction du marché, quels sont les meilleurs sites, les meilleurs outils pour faire ce calcul et l'adapter à son activité, à son expérience? Alors la question c'est si on n'a pas envie de passer du temps sur différents sites pour calculer son TJM en fonction du reste du marché, quels sont les meilleurs outils pour le faire. J'ai vu passer 2-3 trucs, mais j'en connais pas qui m'ont super convaincu d'emblée. Donc nous on est en train d'en faire un, mais qui sert plutôt qui se sert de cette formule-là comme base et ensuite on va l'enrichir avec plein d'options. Mais sinon, je pense que le meilleur moyen c'est de regarder, enfin ça prend une demi-seconde en fait, hein, d'aller sur un site. Je pense que Comet pourra vous aider à fixer votre TJM en fonction de votre expérience, vos compétences et tout ça. Mais vous regardez une page de profil et vous en faites un premier et vous voyez. Une bonne règle, c'est si tous vos clients vous disent oui direct, c'est que c'est pas assez cher. Et s'ils font une petite grimace, c'est que vous êtes pas mal. Bon, bah on s'arrête là. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté. À bientôt. C'est quand même incroyable, non ce mot, chômage négatif, vous l'avez déjà entendu? C'est dingue. Et en fait, c'est valable que sur deux verticales, la tech et la data. Qui est tech ici? Et la data. Donc, Comet, on est sur deux verticales. On est sur la tech, donc c'est les développeurs, programmeurs, tout langage, quel qu'il soit. Et j'ai pas bien vu qui est tech. Ok. Et qui est data? Donc, data scientist, data analyst, data engineer. Vous êtes plus rares. Hein. Et c'est assez dingue. Donc on est une start-up et je vais vous raconter un petit peu ce qu'on est et peut-être pourquoi est-ce qu'on existe et enfin pourquoi est-ce qu'on a lancé en partenariat avec Shine Launchpad. En fait, on est une start-up et donc on regarde pas mal ce qui se passe aux États-Unis parce qu'on pense que c'est un peu l'épicentre et un peu à la manière d'un séisme, il y a un épicentre et quelques années plus tard, on a les répliques en Europe. Et ce qui est dingue, c'est qu'aux États-Unis, en ce moment, sur les tech et data guys and girls, d'ailleurs, on est très content d'avoir des filles, les gens sont à plus de les compétences tech et data aux États-Unis sont déjà à plus de 70% freelance. Alors qu'en France, d'après Stack Overflow, que je crois que vous connaissez tous, il n'y a que 10% de compétences en France qui ont osé le pas et qui sont freelance. C'est-à-dire que 90% sont encore salariés. Et pourtant, je pense que le salariat est en panne. Moi, le salariat est en panne, pas pour vous, mais enfin, le salariat est en panne en fait en France parce qu'on pense encore que avoir un CDI, c'est le Graal et il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail et donc il y a du chômage. Ils n'en trouvent pas. Et sur vos verticales à vous, en fait, c'est exactement ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure, c'est le contraire. Il n'y a pas assez de compétences. Donc c'est génial parce que le salariat est aussi grippé pour vous, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui cherchent des compétences qu'il n'y a de compétences. Mais en fait, c'est peut-être la cause en fait, de l'essor du freelancing. C'est-à-dire qu'effectivement, on est encore à 10% en France, mais ce qui est intéressant de regarder, c'est la courbe et l'engouement que connaît ce statut. Justement parce que l'une des principales craintes de passer freelance, c'est de ne pas trouver de job, pas trouver de travail, pas trouver de mission. Mais sur vos métiers à vous, en fait, cette crainte ne se pose pas. Le fait qu'il y ait une infinité de missions et le fait qu'il y ait des compétences finies eh bien, justifie qu'on peut quasiment promettre qu'il y a une infinité de missions et qu'on peut assurer la continuité de mission, un peu comme ce qui se passe en fait, quand on est salarié. En fait, je voudrais aussi vous parler du salariat parce que on l'a pas mal creusé parce que c'est principalement ce qui est à l'origine de Comet. En gros, 2 des 3 fondateurs travaillaient en société de service. Il faut savoir que c'est le principal débouché des ingénieurs et des ingénieurs tech data en particulier en France. Donc 40% des ingés, on appelle ça ingé, mais en fait on n'a pas besoin d'avoir le titre, hein, mais on se comprend. 40% travaillent en société de service, ESN, ça n'a pas trop pris ce sigle. Et en fait, ils se sont rendus compte de 3 choses qui n'allaient pas trop. La première, c'est... Oups, ça ne marche pas.
pas grave. La première, en fait, c'est la sous-traitance. Alors, on aime bien ce schéma parce qu'il montre assez bien la chaîne de valeur et si vous voulez, entre le key account, donc le client final, et les consultants techniques, ce qu'on aimait appeler les consultants techniques, ou qui sont souvent freelance, mais dont on tait souvent le fait qu'ils soient freelance, eh bien, il y a plusieurs maillons de la chaîne. Et en fait, en 2018, il n'y a plus de raison à ce qu'il y ait autant d'intermédiaires. Parce qu'il faut s'imaginer que chacun de ces intermédiaires prend forcément sa commission parce qu'il a fait un travail qui est de l'intermédiation. Et donc, ça fait quand même un delta assez dingue, non? Alors, ça, c'est la première raison qui ne va pas. Ah, ça remarche. La deuxième raison, le deuxième point qui ne va pas trop, c'est l'opacité. Justement, vous avez vu, je reviens 3 secondes sur la slide d'avant, vous avez vu que j'ai indiqué ici 200 €. Bon, c'est à titre indicatif, c'est à peine caricatural. En fait, on peut se dire que c'est un salaire, c'est l'équivalent d'un salaire journalier, donc du TJM. Et donc souvent, il arrive qu'un freelance soit payé donc 200 € jour en termes de salaire et qu'il soit en fait facturé au client final un montant qui n'a rien à voir. Et en fait, cette opacité, elle nous gêne. Elle a gêné les fondateurs de Comet et ils se sont dit que ce n'était pas possible que ça continue parce que pour une raison très simple, c'est la personne qui taffe à qui doit revenir l'essentiel de la valeur. Donc c'est la raison pour laquelle on veut absolument résoudre ça et lever le voile sur l'opacité, rendre les choses transparentes en fait. Bon, marche pas trop. La troisième raison, en fait l'opacité, il y a un deuxième point qui est que souvent, il y a des managers de practice, etc., qui essayent de faire rentrer des ronds dans des carrés, donc qui inventent des langages sur les CV, etc., pourvu que ça rentre, c'est bon, quoi. Et donc, et la troisième raison, c'est la subordination. Après, ça ne marche plus, mais c'est pas grave. Bon. On viendra juste après. La troisième raison, c'est la subordination. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'es pas vraiment libre de choisir tes missions parce qu'en fait, on t'envoie, parce qu'on a réussi à signer un contrat avec un tel, etc. Donc, on t'envoie 6 mois chez SNCF, puis 6 mois chez l'ASG, et puis 6 mois dans l'industrie pharmaceutique. Et en fait, il y a peu de loyauté finalement pour la société qui t'embauche. Et tu n'as pas du tout la main sur les missions que tu peux choisir. Alors, bon, ça c'était pour le salariat. Mais en fait, il y a des choses qui vont bien dans le salariat. Et le fait que justement, on ne se pose pas la question du revenu du mois prochain. On ne se pose pas la question de justement la couverture sociale. Parce que quand on est salarié en France, ce qui est assez chouette, c'est qu'on est chouchouté. Alors, nous, la vie d'un freelance, je passe maintenant au freelancing, la vie d'un freelance, on se la représente comme ça. Et le premier point essentiel, c'est le travail. C'est trouver des missions, et d'ailleurs, vos questions tout à l'heure le montraient bien. Et le deuxième problème, quand on est… parce que la vie de freelance, c'est aussi des problèmes. Il ne faut pas se mentir. Le deuxième problème quand on est freelance, c'est se faire payer. Parce qu'on a beau trouver des clients par soi-même, mais ensuite, en France, très longtemps encore, il fallait courir après ces clients pour être sûr d'être payé, et puis d'être payé le montant sur lequel on s'était accordé. Donc, être payé, c'est quand même un problème. L'autre problème, c'est qu'avant de se lancer et avant même de trouver donc du travail et d'être payé, il faut bien choisir son statut. Moi, j'ai vraiment fait la démarche d'aller sur Internet, de taper devenir freelance, auto-entrepreneur, ce qu'on appelle micro-entrepreneur aujourd'hui. Et je tombe sur des pavés illisibles, insupportables, et je me dis juste qu'en 2018, on ne devrait pas avoir à lire tout ça. Enfin, ça devrait se faire en un claquement de doigts, en fait. C'est même plus fort que ça. On pense que, de la même façon qu'on est en France avec un numéro de sécurité sociale, on pense qu'on devrait naître comme dans certains autres pays européens, avec la capacité à facturer. Mais en fait, les freelances ont très longtemps, donc les indépendants ont très longtemps été un peu oubliés, un peu des parias du système. Et ce qui est génial, c'est que des startups et des acteurs se lancent et prennent à bras-le-corps chacun des pans de la vie d'un freelance et souhaitent vraiment le résoudre. Je continue, j'ai bientôt fini. Ce qui est horrible, et Fabrice l'a dit tout à l'heure, c'est génial, merci pour la question sur les inconvénients pour être freelance, c'est l'admin, quoi, c'est insupportable. Enfin, je pense qu'on est on a tous une phobie de l'administratif, enfin, on est beaucoup, en tout cas on est nombreux, et l'admin représente un truc qui fait peur et dans lequel on n'a pas du tout envie de se lancer. C'est vraiment
pour avoir essayé de sonder plein de gens, c'est une des raisons principales qui empêche de passer freelance. Et enfin, passer freelance, il y a aussi un point négatif, il faut le savoir. Quand vous êtes salarié, vous avez une vie sociale. Votre job, ce n'est pas juste un travail, c'est aussi rejoindre des gens avec vos collègues, etc. Et passer freelance fait qu'on est un peu seul. On est seul maître à bord, c'est génial parce qu'on choisit ses missions et personne, il n'y a plus de subordination. On est un peu seul maître à bord. Et tout ça, c'est des choses qui sont un peu dures, hein, qui rendent la vie d'un freelance assez compliquée. Il y a tout ça, mais en fait, il faut s'imaginer qu'il y a plein d'autres pans. On va aller assez vite, donc je ne les ai pas fait figurer ici. Mais être freelance, les difficultés, c'est aussi faire sa comptabilité, c'est la protection sociale, c'est pendant que tu es, surtout en tech data d'ailleurs, pendant que tu fais tes missions et pendant que tu t'occupes d'être payé, etc., ben, il faut continuer à actualiser tes connaissances parce que tu es expert JavaScript, en fait, c'est des langages qui sont obsolètes le jour où ils sortent parce que ça s'actualise tout le temps, etc. Donc, ce n'est pas simple. Hein. Et en fait, ce qui est assez chouette, c'est que nous, on veut résoudre, en tout cas, on est très focus, on ne résoudra pas tous les problèmes et les pans de la vie d'un freelance, mais on veut résoudre absolument la question du travail. Et comme il y a infiniment plus de missions qu'il n'y a de freelance, ça ne pose pas de problème en fait. Et surtout, moi, c'est un peu la même chose quand j'ai dû chercher un job. Je me suis inscrit sur plein de job boards, de plateformes, etc. Et j'ai envoyé mes CV, c'est insupportable. Et aujourd'hui, on propose une autre version, en fait, une autre façon de faire les choses. Aujourd'hui, chez Comet, tu t'es onboardé sur la plateforme et on te délaisse totalement du temps que tu mettais à chercher des missions. Parce qu'en fait, on prend juste le temps de comprendre quel est ton perfect work environment, donc ton environnement de travail idéal. Qu'est-ce qui te plaît? Quelles sont les missions qui te plaisent? Quelle est la taille du groupe enfin plus start-up ou plus grand groupe? Et ensuite, on fait pleuvoir des missions qui te correspondent. Et je le dis aussi, on valide aussi tes compétences techniques, histoire que ce soit en phase en fait, avec les besoins. Comet s'occupe du paiement. En fait, notre vision, c'est que le paiement d'un freelance doit être aussi seamless, aussi simple que sur Uber ou Deliveroo. Tu n'as plus à t'en préoccuper en fait, on te déleste de ce truc-là aussi. Et surtout, la petite révolution, c'est qu'il n'y a pas de raison que les salariés soient payés à la fin de mois et que les freelances ne le soient pas aussi. On vit dans un monde cadencé sur les mois où chacun doit payer son loyer, son salaire, enfin son loyer, son crédit, sa Navigo, etc. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas payé à la fin de mois. Et donc on n'y est pas encore, mais on fait tout pour le mettre en œuvre. Et enfin la communauté, il faut savoir que chez Comet, dès le départ de la boîte, on s'est créé en septembre 2016, j'ai oublié de le dire, dès le départ de la boîte, l'une des toutes premières recrues, c'est le papa de la communauté. Parce que Comet, c'est une plateforme qui met en relation, bien sûr, des freelances tech data et des missions inspirantes et qui fit vraiment ce que les freelances veulent et attendent. Mais c'est aussi une communauté, c'est un Slack dédié où tu peux faire des rencontres, poser toutes tes questions et c'est aussi des events tous les jeudis. Et l'idée, c'est d'apprendre en fait de la communauté. C'est de nourrir une intelligence collective et de trouver des vrais collègues en fait. Ah zut, faut pas que ça s'arrête là. Bon, on va la mettre comme ça. Je suis sûr qu'on pourra tous la voir. Bon. Et Shine, en fait, elle résout trois autres problèmes qui sont assez géniaux. Et elle va en résoudre d'autres, je pense, à mon avis. En plus d'être une appli mobile hyper belle, enfin vous verrez si vous la téléchargez. Shine, en fait, ils ont eu le même constat que nous et ils se sont dit il n'y a pas de raison qu'on ne devienne pas freelance en 2 temps, 3 mouvements. Et donc, ils ont lancé Shine Start, qui, depuis ton portable, en fait, tu deviens freelance, tu deviens micro-entrepreneur en vraiment 5 minutes. L'admin, c'est incroyable, en fait, parce que, mettons que tu gagnes, tu gagnes 1 000 €, ça apparaît immédiatement sur ton appli Shine et en plus de ça, ça fait le taf de te dire en fait, tu viens de gagner 1000 balles, mais il y a 200 qui ne sont pas vraiment pour toi parce qu'il va falloir que tu payes avec les cotisations, etc. Et puis voilà, ça c'est pour toi. Bon, et plein d'autres choses, ça t'envoie des notifs push, etc. pour te rappeler en fait que tu n'as plus de deadline, tu n'as plus à te préoccuper des deadlines. En fait, Shine va faire le travail pour toi. Et Shine, c'est aussi une communauté, ils ont un Facebook aujourd'hui, ils sont sur un groupe Facebook, mais ils font des events et c'est très important pour eux.
Et en fait, pardon. Et en fait, ça justifie le projet Launchpad. Vous avez vu chez Comet, on aime bien les fusées, les astronautes. Et puis Shine, c'est plutôt cool parce que c'est le système solaire. Et donc, on s'est dit qu'on allait lancer Launchpad, donc littéralement la rampe de lancement, parce que être freelance, ça fait peur, ça donne le vertige, mais il n'y a pas de raison à ce que les deux incertitudes principales, que sont l'incertitude économique, donc trouver du taf, et la phobie administrative ne soient pas résolues aujourd'hui. Et c'est pas tout, en fait, ça c'est le début, c'est que le début, mais on a déjà des partenaires, et Nicolas tout à l'heure l'a dit, on a des partenaires qui résolvent les problèmes d'assurance responsabilité civile, assurance santé, on s'attaque au chômage, à la retraite, et en fait, de plus en plus, ce qu'on veut, c'est bâtir une expérience qui soit à la fois, qui prenne le meilleur en fait, du salariat, et qui prenne le meilleur du freelancing. En fait, ce qu'on veut, c'est une troisième voie, et on pense sincèrement qu'avec la tech, on peut y arriver. Donc, c'est pour ça que notre mission, c'est de réinventer le travail des ingénieurs, c'est conserver le fait d'être assez sûr d'être payé, avoir un écosystème d'acteurs bienveillants qui vont résoudre chacun de vos problèmes, et avec une expérience, autant que faire se peut, d'une qualité numérique à faire pâlir d'envie les salariés, et gagner les avantages du freelancing. Enfin, deviens ton propre patron, quoi, et choisis tes missions, et une rémunération à ta juste valeur sur le marché, pas comme dans certaines sociétés, et rejoins une communauté dont on espère qu'elle sera la plus belle communauté en Europe. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je suis là pour ça. Hein. Oui? Tout à l'heure, tu as mis paiement mensuel, salaire mensuel. Ouais. Là, par défaut, qu'est-ce qui se passe? Le délai de paiement, ça peut aller jusqu'à 3 mois, c'est ça? Par défaut. En fait, très longtemps, les freelances étaient payés à 30 jours, 60 jours, 90 jours par les boîtes. Parce que le bras de fer, il est totalement en leur faveur. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de résoudre, c'est… notre objectif actuel, c'est de te payer au bout de 30 jours. Et dans certains cas, on arrive à le faire avant. En fait, ça tient à un truc très simple, c'est qu'il faut que les entreprises, il faut que nous soyons payés par les entreprises pour pouvoir vous déclencher le paiement des freelances. Ce qu'on fait, c'est aujourd'hui très simple, c'est que notre markup, je vous ai parlé tout à l'heure de l'opacité. On lève totalement l'opacité, on est hyper transparent et je n'ai pas dit exactement comment est-ce qu'on était transparent. Aujourd'hui, si tu es freelance chez nous et que tu dis que ton taux journalier c'est 500 € jour, nous facturons au client, donc on ne run jamais sur les honoraires des freelances, on facture au client 550 € jour, parce qu'on a un markup de 10%. Donc c'est hyper transparent. Et l'idée maintenant, c'est potentiellement faire jouer justement ce markup sous forme un peu d'une pénalité pour encourager les entreprises à payer à réception de facture. Voilà. En gros, si tu payes le freelance tout de suite, tu payes moins cher que si tu le payes dans un mois. C'est aussi simple que ça et on est en train de tester, on verra si ça marche. Une autre question? Ouais? En fait, ça dépend des clients. Pardon, la question c'est, aujourd'hui, quand on démarre une mission depuis la plateforme Comet, est-ce qu'on est payé par Comet ou est-ce qu'on est payé par le client? En fait, il y a des clients qui ne souhaitent pas… il y a des clients qui ne souhaitent pas référencer directement les freelances. Ce qu'on avait imaginé, nous, à la base, c'est un contrat tripartite, justement, où, idéalement, il n'y a qu'un seul flux qui est divisé en deux directement. Et on va dire, on va aller vite parce que ce n'est pas exactement ça, mais 10% va chez Comet et l'essentiel de la valeur, donc 90%, va chez le freelance. Et aujourd'hui, en fait, je t'avoue que ça dépend vraiment des typologies des clients. On travaille pas mal avec les grands groupes et on travaille aussi avec des startups. Souvent, les startups, c'est beaucoup plus simple. Elles passent en direct. Et souvent, les grands groupes ont encore des plateformes d'achat, de référencement, etc. Auquel cas, c'est plutôt d'abord par Comet. Voilà. Mais t'es payé dans tous les cas.
de questions? De toute façon, on sera dispo après pendant le petit apéro. Voilà. Ben, merci beaucoup. C'est le démarrage, c'est le début, donc on est hyper impatient d'avoir les premiers retours. Je ne sais pas si vous avez été déjà sur notre site, donc c'est hellocomet.co et puis vous pourrez choisir devenir freelance. On devient freelance en 3 étapes, très simples. Donc la première, c'est de se faire onboarder sur Comet. La deuxième, c'est via Shine de créer son statut pendant que Comet lance ses radars pour vous trouver des missions. Voilà. Ben, merci beaucoup. Et on va déguster une petite